c'est Nos langues dans ton oreille, un podcast où on va parler bouquins, on va parler littérature, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Et moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose d'un petit peu différent de la dernière fois. On va parler de textes et de chansons, mais avant ça, j'aimerais savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois, Isabelle. Alors, Fantastic Mr. Fox. Ok. Si on parle sur de grande littérature, même si je le pense en partie. Ouais. Et une partie du roman de Renard. Ok. je perçois une thématique. Oui, il y a une certaine thématique. Et j'ai aussi feuilleté des choses. J'ai discuté de livres. Mais Okay. comme c'était les fêtes, c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins lu que ce que j'aurais apprécié. Ouais. Mais je sais qu'ayant fini mathématiques renard, je vais pouvoir me relancer dans une lecture plus personnelle dans les semaines à venir, ce qui m'excite assez. Enfin, assez. Ok. Et toi ? Ouais, bah moi j'ai encore moins lu. Parce que c'est pour ça que je disais lu d'intéressant, parce que j'ai quand même lu en fait j'ai vu passer un article sur Twitter qui est un article du HuffPost, en fait, du Huffington Post, donc je suis allé le lire parce que le tweet qui en parlait m'a donné envie, et c'était un article extrêmement déprimant écrit par une femme qui a bossé pendant 10 ans en tant que réparateur pour le câble, en fait, pour la télé, enfin, et Internet. D'accord. Ça s'appelle, je sais plus, ça s'appelle I Was the Cable Guy. Et c'est extrêmement déprimant. En fait, ça m'a fait penser, donc ça raconte donc un peu les difficiles conditions de vie quand t'es comme ça, quand t'interviens chez les gens. Et en fait, je crois que le truc qui m'avait donné envie de le lire, c'était que ça disait, excuse-moi, hein, je pars un peu dans les détails, mais Oui. le pitch, le chapeau de départ, enfin je sais plus comment on appelle ça, disait j'ai vu ce qu'il y avait de pire dans le quotidien américain. Et en fait, l'article alterne entre des descriptions de certaines fois dont elle se rappelle, de certaines visites chez des clients. Donc soit parce que je crois que le premier qu'elle raconte, c'est genre il y a de la pisse de chat partout, il y a 50 000 chats dans la maison, et il y a des chats qui ont attaqué les câbles et tout, justement, et tout ça. Et en fait, donc ça commence par des petits détails sordides sur la vie des gens comme ça, entrecoupés avec des réflexions sur elle, comment elle le vivait difficilement et tout. D'accord. Et petit à petit, ça dérive sur l'angoisse de certaines situations où elle était pas sûre d'être en sécurité, en fait, chez des gens, par rapport à des agressions sexuelles, quoi. Ah, d'accord. Parce que... Ouais, mais tu sais, ça se fait. En fait, l'article est quand même super bien construit dans le sens où ça c'est vraiment, c'est pour ça que j'en parle là. C'est que c'est vraiment, même si c'est de l'information, il y a des qualités littéraires, on va dire. C'était assez prenant, et ça m'a rappelé quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler au boulot, en fait, parce que ça tournait, l'interview, enfin la conférence tournait en boucle pendant un temps dans mon travail. C'est un type qui s'appelle Joseph Pontus. Je sais connais pas si pas. tu en as entendu parler. C'est un type, en fait, qui s'est mis à écrire quand il s'est mis à bosser dans des abattoirs en Bretagne en tant qu'intérimaire. Il s'est mis à écrire tous les soirs sur Facebook son expérience pour décompresser, en fait. Ah si, c'est bon. Enfin, je connaissais pas le nom, La mais page s'appelle le film le livre s'appelle À la ligne. ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est celui qui finalement a, je crois, quasiment alimenté la cause végane. Ah ouais ? C'est lui qui a fini par. Alors non, je sais pas du tout si je confonds avec quelqu'un d'autre. Parce que, bah peut-être, hein, mais lui, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait de la littérature ouvrière, comme on n'en fait plus depuis 30-40 ans, d'après lui. D'accord. En tout cas, Alors, c'est ce qu'il disait dans une conférence cet été que nous, on a eu à monter, en fait, au taf. Et en fait, le point commun entre ces deux trucs, outre les conditions de vie difficiles au travail, c'est le fait que l'illustration de cette difficulté passe par la question de quand est-ce qu'on va aux toilettes. Et
Et donc, Lauren Howe, H-O-U-G-H, donc, qui a écrit l'article du HuffPost, tout comme Pontus, raconte que, il s'attarde sur la difficulté de savoir est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes, quand est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes. Pontus, il parle de certains de ses collègues qui se sont mis à porter des couches parce qu'en fait, les toilettes sont à l'autre bout de l'usine, de l'abattoir. C'est bien la personne dont j'avais entendu parler, voilà. Effectivement. Voilà. Et je sais qu'il y avait aussi des employés Amazon dans je sais plus quelle usine on m'en avait parlé de ça quand je parlais de Pontus à quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai lu, on va dire, un article intéressant. Mais voilà. Ceci dit, c'est vrai que ça donne plus à réfléchir peut-être que ce que j'ai lu moi ces derniers temps. Je sais pas. Le fait est que ça faisait très longtemps. J'ai de très bons souvenirs de mes lectures de Roald Dahl quand j'étais enfant. Ouais. Et Fantastic Mr. Fox ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable et je comprends pourquoi. D'accord. Voilà. Donc je l'ai relu. Bon, je pense que surtout, il s'adresse à un très jeune public, tu vois, ouais. Avant Charlie à la chocolaterie, James et la grosse pêche, des choses comme ça. C'est vraiment... moi, j'ai l'impression que c'est ce que je lisais en CE1. Ouais. Et c'est vrai que là, je vais le proposer à des élèves de 11-12 ans. et parce que je sais qu'ils auront du mal à lire autre chose. Hein. C'est pour une partie de mes classes qui n'aura pas accès à autre chose. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit sa plus grande œuvre d'un point de vue littéraire. Ouais. Il faut faire un projet commun avec les profs d'anglais. Pour le faire lire. Mais puis, oui, si, par contre, dans les petites histoires comme ça, j'ai relu le Grinch. Ok. Je savais même pas qu'il y avait un bouquin. Ah oui, c'est Dr. Seuss. Voilà. Et si, pour ça, pour le coup, j'ai relu et j'ai apprécié. Là, j'ai trouvé ça drôle et bien au-dessus de mes souvenirs. Ouais. Très bien. Tu l'as lu en français ? Non, en anglais, parce que justement, je discutais avec une prof d'anglais. Une prof d'anglais, tu vois, tu ne pensais pas si bien dire. Alors, ce qui est bien dans Dr. Seuss, outre les qualités de ces textes, c'est que ça rime. Oui, voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais, et comme ça rime, ça va nous permettre de faire une transition avec notre thème. Parfaitement, je t'ai vu venir. Texte et chanson, merci. Donc, on va faire une petite pause et on se retrouve pour le plat de résistance. Bon, alors, parler de texte et de chansons. Je sais pas trop si t'as un angle d'approche, moi j'en ai. Mais si... Peut-être que tu veux commencer par dire quelque chose ? Dire quel est ton rapport au texte et à la chanson ? Ça je peux le dire, oui. Parce que je pense que c'est le numéro 1 de la porte d'entrée dans le texte, c'est la chanson. Enfin, moi c'est en tout cas l'impression que j'ai. Et comme je suis encore actuellement une grande fan, une grande consommatrice de tout ce qui est chansons françaises, avec une attention particulière aux textes, aux histoires qu'on peut me raconter là-dedans, moi j'ai presque envie de dire qu'on est dans une logique absolue avec notre dernier épisode qui était sur les premières fois, parce que moi, mes premiers souvenirs de récits, de textes, c'est de la chanson pour enfants qu'on m'a beaucoup proposé. Et ça s'est poursuivi et de même des textes des poètes, des grands poètes, je les ai rencontrés avant tout parce qu'ils avaient été mis en musique. Ah, écoute, c'est parfait, on s'est pas consulté, mais on peut. Moi, ça fait partie des entrées que j'avais pour entrer là-dedans. C'est la mise en musique de poèmes. Quel poème, par exemple, adapté en chanson, auquel pensais-tu quand tu disais ça ? Moi, j'entre par Brassens. J'entre par des trucs qui me paraissent un peu absurdes, même si je commence à en comprendre le charme avec du Francis Jam, des choses comme ça, qui, c'est le petit cheval dans le mauvais temps, des choses comme ça. Ouais. Et puis, si on va plus loin, la mise en musique de Villon. On a la balade des Dames du temps jadis, qui me semblait une formule magique terrible parce que moi j'ai commencé à écouter Brassens quand j'étais au collège, donc j'avais 12-13 ans, et
c'est vrai que c'était un peu hermétique, mais c'est ce qui m'a fait rentrer peut-être en littérature, qui m'a peut-être forcé à aller chercher du vocabulaire que je n'avais pas. Ouais. Et puis même aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça m'a mis un corpus dans l'oreille, un ton. Je pense à Gazzibella, l'homme à la carabine. Gastibelza. Gastibelza, tu vois. Que, à mon avis, j'aurais jamais lu, auquel j'aurais jamais prêté attention si on m'avait mis un recueil de Victor Hugo dans les mains. Ouais. Bah voilà, t'as dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Non, moi j'avais particulièrement noté, c'est vrai qu'en fait il y a plein, moi quand je pense Brassens et poèmes, c'est marrant, le premier truc auquel je pense c'est le truc de Verlaine, le poème de Verlaine avec les personnages de la Commedia dell'arte. Je sais plus, ça fait pom 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 pom, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai su que ça, c'était du Verlaine, en fait. Parce que je le connaissais par Brassens, et ça avait l'air de rien, tu vois. Je l'aimais pas trop, même, cette chanson. C'est fou parce Colombine, Pierrot, Arlequin. Je vois pas du tout de laquelle tu parles. Arlequin, c'était Greffin, machin. Bon. D'accord, écoute, pourtant j'aime bien Brassens et je le connais assez bien, mais c'est vrai que j'ai aucune idée de la chanson dont tu parles. Donc écoute, je te filerai, on mettra les références dans la description de l'épisode, parce que là je l'ai pas comme ça sous. Mais par contre, oui, je voulais parler de Victor Hugo, parce que pour moi c'est un contre-exemple de ce que je vais dire plus tard, ou peut-être, mais ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que tant la légende de la nonne que Gastibelza, s'il n'y avait pas eu Brassens, même tu vois, en passant dedans, en cherchant, en parcourant un recueil de Victor Hugo, ça m'est arrivé dans la vie. Je pense que ça m'arrivera pas encore très souvent, encore qu'on sait jamais, mais je préfère sa prose. Mais sa prose et aussi sa poésie, en fait, c'est tout le problème est de savoir de quoi on parle quand on parle poème. Mais en tout cas, dans les vers d'Hugo, c'est pas ça que j'y m'aurais retenu, tu vois. Non plus. Et par contre, j'ai même envie de dire, par contre, quand c'est Brassens qui les chante, je trouve ça, c'est trop bien, quoi. Je trouve ça génial. Mais il y a tout ce côté bonhomme qu'on va pas, que Brassens amène et qu'on n'a pas envie de mettre dans l'image sacrée que peut avoir Victor Hugo par ailleurs. Et il y a toute cette musicalité très, comme tu disais, pop pop pom de Victor Hugo, de Brassens, qui donne ce petit côté picaresque, ces petites histoires. Moi je trouve que vraiment j'avais pas la capacité de voir que c'était du Victor Hugo quand j'écoutais ces chansons de Brassens. Et encore aujourd'hui, avec ma connaissance de Victor Hugo et ma connaissance de Brassens, ça ne me semble toujours pas appartenir à l'univers mental que je me fais de l'œuvre de Victor Hugo. Ouais. Après, comme tu disais, ça dépend de l'image qu'on s'en fait, et ça, on a tout intérêt à se débarrasser des images consacrées quand on approche une œuvre, je pense. Mais c'est ça, je pense, qui fait que c'est aussi une réussite comme relecture, comme réécriture presque de la part de Brassens, d'avoir mis en musique ces poèmes-là et de leur avoir donné son empreinte, en fait. C'est de les avoir fait les siens, quoi. En gros, c'est plus du Hugo, c'est du Brassens. Et si tu fais pas ça, tu peux pas vraiment réussir une réécriture, je pense. Par exemple, j'aimerais qu'on se penche sur un autre poète du 19e siècle qui a été souvent mis en chanson. Alors, est-ce que tu vas dire celui auquel je pense ? Moi, je vais parler de Baudelaire, mais parce que j'ai des exemples particulièrement éloquents à mon sens. Mylène Farmer. Alors, oui, mais je voulais y venir en dernier. Je voulais dire que Baudelaire, par exemple, quand c'est Gainsbourg qui s'en saisit, c'est pas mal. Genre, Le serpent qui danse, je trouve que c'est intéressant. Par contre, avant même d'arriver à Mylène Farmer, parce que ça c'est un cas extrême, il y a Léo Ferré, et en fait en faisant des recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il en avait fait plein.
Ah bah oui. des mises en musique de Baudelaire. Alors je vais pas les juger parce que je les ai découvertes aujourd'hui. Par contre, il y en a une qui moi, me reste en travers des oreilles. C'est Harmonie du soir. Ah, je la connais pas. Mais moi, Et c'est normal que tu ne la connaisses pas. J'ai envie de dire, c'est toute justice. Parce que c'est une horreur. Parce qu'en fait, Harmonie du soir, tu sais, c'est l'espèce de pantoum, le poème avec des reprises de vers et avec le vers que je trouve excellent, où le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Oui. Et comment Léo Ferré le met-il en musique ? Avec un bon accordéon et un petit air de musette. Et ça, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, c'est une blague. C'est parce qu'à un moment je me suis demandé, est-ce que c'est parce que dans un des premiers vers il parle de valse, donc Léo Ferré s'est dit je vais mettre une valse. Et ça n'a. Bon, j'invite les gens à aller écouter, à se faire leur propre idée. Mais moi, je trouve que c'est scandaleux, limite, d'avoir mis ce texte-là dans cette structure musicale-ci. Ah, mais moi, c'est marrant parce que je vais un peu décoller de l'adaptation stricte des chansons. Mais puisque tu parles de Ferré et de Baudelaire, bizarrement, je lui dois mes lectures de Baudelaire par vraiment des détours. Alors là, je vais vraiment faire un parcours. Donc, quand j'étais ado, j'écoutais de la pop rock française, et notamment, je sais pas si tu te rappelles Dionysos. Oui, voilà. C'est marrant, j'y ai pensé aussi en préparant mes recherches. Je sais pas pourquoi, mais j'y ai pensé. Et ils ont repris, à côté de leur propre création, le Thank You Satan de Léo Ferré. D'accord. Qui est quelque chose d'assez sombre, mais qu'ils ont rendu un petit peu plus rock. Et il y a ce moment, donc c'est tout, toujours avec ce refrain, ce leitmotiv, Thank You Satan. Et il parle justement des adolescents. Alors, il faut que je retrouve exactement. En tout cas, il dit merci pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Et je savais que j'en avais entendu parler quelque part de cette histoire de fleurs du mal, mais alors qu'est-ce que c'était exactement ? Comme j'étais curieuse, j'ai cherché. Et pour l'ado que j'étais, c'est vrai que cette chanson Thank You Satan, elle donnait un petit côté cool, un petit côté interdit, qui à mon avis doit être associé à Baudelaire, et elle m'a peut-être donné envie vraiment d'aller me plonger là-dedans, presque avec ce côté sulfureux qu'on perçoit pas quand on nous fait étudier Baudelaire, je pense, quand on est jeune. Ouais. Oui, alors on voulait quand même parler de Mylène Farmer et de son horloge. Fort bien. Parlons de Mylène Farmer. Alors je te laisse commencer. Je te dirais presque que je la connais assez mal. Je la connais assez mal. Pas Mylène Farmer, que je connais personnellement très bien. Non, mais par contre, c'est vrai que ça a jamais été une référence pour moi, même musicale. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je parlais dans un groupe d'amis, soit de Baudelaire, soit de Mylène Farmer, il y avait un moment où l'horloge de Mylène Farmer, entre guillemets, sortait. Et du coup, maintenant, je n'arrive plus à penser adaptation de Baudelaire sans avoir ce clignotant roux qui s'allume quelque part. Et alors, moi, ce que j'aimerais bien qu'on essaye de savoir ensemble, c'est pourquoi ça nous fait autant rire de parler de Mylène Farmer et de Baudelaire. Il y a peut-être une forme de snobisme, je pense. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a le côté... Mylène Farmer, on n'est pas sur les mêmes évocations littéraires que Baudelaire, alors que fondamentalement, je pense que moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on écoute plutôt à l'adolescence, et pour les mêmes raisons qu'on disait que Baudelaire était attrayant à l'adolescence, parce que on flirte avec les mêmes thèmes, les mêmes réflexes, ce côté un peu sensuel, un peu effrayant. Mais je pense que Mylène Farmer et d'autant plus son adaptation est pitchouille.
Oui, et on va reparler de l'adaptation, mais moi j'imagine juste Isabelle à 16 ans qui a peur de Mylène Farmer. Parce que tu viens quand même de dire que c'était effrayant, et je trouve que c'est d'une justesse. Ça me fait rire. Ouais. J'avais pas 16 ans, hein, je pense. Quoique, tu viens de me rappeler que si, c'est peut-être bien à 16 ans que j'écoutais Mylène Farmer. En tout cas, c'était cet âge-là que tu disais pour Baudelaire, je crois, pour Oui, Dionysos et tout. oui, bah peut-être un peu plus jeune. Ouais, c'est Pour, vrai qu'on n'avait pas le même âge quand Dionysos était connu. Oui, c'est ça. Mais, mais alors, pour revenir à l'horloge de Mylène Farmer, et en même temps, j'avoue, hein, j'y pensais pas, mais quand tu dis tout ce que tu dis, on va dire il y a une influence de Baudelaire sur l'univers Mylène Farmer, qui est, en tout cas, il y a une inspiration de Mylène Farmer qu'elle prend chez Baudelaire qui est indéniable. Comme tu disais, thématiquement, machin. Mais alors, pour l'horloge particulièrement, c'est un hommage c'est un hommage vraiment, on va dire, j'ai pas envie de dire raté, parce que c'est un jugement de valeur, mais c'est un hommage assez irrévérencieux. Et moi, j'ai quelques remarques à faire. Eh ben, je t'écoute, parce que j'attends de voir ce que tu vas dire. Question, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de m'en moquer, quel est le, tu vois, c'est pas juste par snobisme, justement, c'est pas juste parce que c'est du Mylène Farmer, parce que il y a des chansons de Mylène Farmer que je trouve sympa. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu mettre, il y a notamment un vers ou deux dans Désenchanté que je trouve très cool. Mais alors, les changements d'intonation, de voix, random, complètement. Enfin, sûrement, elle avait envie de le faire, mais pourquoi un vers sur deux changer de voix, déjà d'une? Oui. Je comprends pas la logique, alors que justement, enfin, chez Baudelaire, il y a une construction. Parfois, il y a des alternances, mais c'est quand même, ça fait partie de ces poètes qui font traverser une voix à travers leur texte. Bon, les la la la. Oui, ceux-là, moi je les ai trouvés merveilleux dès le départ. Mais voilà, je dis pas que ça a pas son charme, hein. Mais comme tu dis, c'est un charme vachement kitsch. Et outre la musique, mais qui a son importance, chanson, c'est pas poème justement pour moi, parce que la musique, c'est pas juste de la décoration. Et donc là, bon, la musique, voilà, c'est les sons de son époque et tout ça, hein, j'ai rien à dire. Les effets d'écho. Moi, c'est ça qui me fait rire. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est daté. Là, je viens de regarder, donc c'était en 1988. Ouais. Parce que moi, j'associe ce type d'effet aux années 90 que finalement j'ai assez peu connu quand même. Ouais. Et je pense qu'il y a ce côté daté que aujourd'hui, c'est pas encore revenu à la mode, ce genre de choses. Il vaut mieux pas. Et donc, il vaut mieux pas, mais je suis pas sûre que si on avait écouté en 2005 de la musique avec des saxos, qui revient beaucoup en ce moment, ça nous aurait pas fait rire pareil. Mais c'est pas le fait qu'il y ait un écho, c'est pas l'effet en lui-même, c'est que, encore une fois, ça soit complètement arbitraire. Bon, c'est devenu, on est passé en mode le podcast Mylène Farmer, critiquons Mylène Farmer. Mais je rajoute à ces échos que je trouve complètement bidons les cris d'enfants. Oui, mais de toute façon, même ces voix d'hommes, ces voix d'enfants, la voix de Mylène Farmer qui tout d'un coup devient hyper haut perché, parce que là on est quand même sur quelque chose d'assez fixe. Enfin, moi j'ai l'impression que le texte de l'horloge, on a une accusation du temps, enfin de l'objet vraiment qui se pose, qui a un élément fixe. Ouais. Quand bien même il représenterait le temps qui passe. À la limite, la seule chose qu'il y a, je trouve, de légitime dans ce qu'elle a fait, c'est son rythme en balancier, là, tam, tam, tam. Parce qu'il y a le côté, à la fois la cloche qui sonne et le pendule, quoi. Mais oui, il y a comme tu dis, il y a une fixité qui éclate en mille morceaux dans les mains de Mylène Farmer. Et j'ai envie de terminer sur le truc le plus flagrant pour moi, c'est son gosier de métal parle toutes les langues. Parce que alors, ceux qui écoutent, si vous n'avez pas encore été allé écouter l'horloge par Mylène Farmer, allez-y et vous revenez après, vous mettez sur pause. Parce que ce vers-là, il faut qu'on m'explique. Pourquoi elle le dit comme ça? Bah moi c'est là que j'ai rigolé. C'est là que j'ai ri en écoutant, parce que je ne le comprends pas. Et en même temps, ce serait presque le seul vers qui justifierait
cette polyphonie, j'ai envie de dire, de la tonalité. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais alors déjà, j'aimerais comprendre pourquoi. Mais même la polyphonie. euh, je vais pas l'imiter. Mais il faut il faut se dire que le problème que j'ai à en parler vient du fait que je me le repasse dans ma tête avec son gosier de métal parle toutes les langues. Pourquoi comme ça? Pourquoi Dorothée Chantal Goya? Tu vois? Je ne com- je Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il y a forcément une raison. Elle l'a pas fait. Enfin, tu vois, une chanson, surtout quand ça finit sur un album, c'est concerté. Bah parce que il y a les parenthèses qui autorisent à Ouais, marquer, la différence. Il me semble ouais, que d'accord. Ouais. c'est rare en plus chez Baudelaire d'avoir des parenthèses. Enfin là il y en a deux. Il y a Oh la dernière auberge quand même qui revient Mm. aussi, mais j'ai pas l'impression que ces parenthèses elles soient. Elle est bizarre. De manière générale ces parenthèses moi me semblent bizarres. Après j'ai jamais Ouais, mais c'est étudié pas ce des poème. parenthèses qui sont un changement de voix de toute façon. Oui, non, ça, je veux bien te l'accorder. Et après, il y a le choix de pourquoi avoir pris cette voix-là, parce qu'il y a 50 000 voix que tu peux faire pour illustrer la polyphonie de, du À la temps qui limite, là, passe. j'aurais compris l'émergence d'une voix masculine qui revient par contre Ouais, en arrière-fond tout le temps et on comprend pas ouais. pourquoi. Alors que là, à la limite, s'il y avait vraiment eu un décalage, presque un duo ou je sais pas avec quelqu'un d'autre, ça aurait pu être Mais intéressant. j'ai quand même quelque chose à dire sur la polyphonie et ces parenthèses. Ces parenthèses-là, elles me semblent pas du tout marquer une polyphonie, justement, parce que la polyphonie dans un texte classique, et en particulier juste avant, c'est les italiques, et il y a Estomemor, Remember et tout, donc là, ok. Enfin bon, Oui, bref, je pense qu'on coupe des cheveux en quatre à ce niveau-là, mais vraiment, allez écouter, et faites-vous plaisir. Parce que, voilà, on râle, mais ça me permet de faire la transition avec un autre aspect que je voulais qu'on envisage. Il y a quand même, enfin, du point de vue donner à entendre un texte avec tous ces enjeux, c'est complètement raté à mon sens. Mais du point de vue fun, à écouter, moi j'adore. Et de temps en temps, moi j'aime bien rire en écoutant des chansons. Je suis pas là simplement pour faire l'expérience de la singularité et de la subjectivité de l'artiste. Donc, j'en viens à peu près à la même époque d'ailleurs, euh, Indochine. oui. Et cette Je... fois-ci, moi, je quitte la problématique de l'adaptation de textes non destinés à la chanson Oui. pour qu'est-ce qui fait qu'une chanson est bien écrite. Et je vais m'expliquer une dernière fois avant de recueillir tes impressions. Moi, je ne comprends pas pourquoi je trouve qu'Indochine, c'est top. C'est bien écrit. Eh bien, c'est marrant parce que j'ai pas du tout quand on a décidé on travaillerait sur les chansons, Oui. j'ai mille choses qui se sont bousculées, mille choix. Enfin voilà, je me suis dit ah mais oui, mais j'ai envie de parler d'un tel et de telle chose. Et autant, alors pour le coup, s'il y a un groupe dans lequel je me suis vautrée au collège, c'est Indochine et c'est quelque chose qui me paraît inaudible actuellement. Ok. Alors moi, c'est l'inverse. Je suis venu à Indochine très tard. Et j'adore écouter, j'adore ce groupe. Et j'adore pas malgré le texte, j'adore avec son texte. Et Mais, toi, ouais, non, mais juste, voilà, j'ai une curiosité parce que moi j'ai l'impression qu'aussi Indochine, il y a quand même des périodes, oui, il y a deux périodes, c'est vrai, au moins il y a, deux. il y a vraiment des sons différents et il y a des écritures différentes. Et toi, parce que je connais du coup très peu l'Indochine récent, après College Boy, tout ça. Ah Je oui, non, connais, je voilà. connais pas non plus. Mais j'y suis pas opposé, c'est juste que, bah, de fait, moi, les albums que j'écoute, c'est Le Baiser, Oui, 3, je crois. Il y en a un qui oui. s'appelle 3. Et comment il s'appelle après, l'album qui était la résurgence d'Indochine, qui passait quand moi j'étais au lycée, qui Euh, est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui avec j'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune, Mao Boy, etc., etc. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Voilà, et parce que j'écoutais pas sous forme d'album, Oui. pour des raisons techniques de l'époque. Ouais, ouais. Mais par contre, toi, quand tu me dis que aujourd'hui, il y a des textes qui te marquent, parce que moi, Non, c'est alors c'est sûr pas que ce que j'ai dit.
C'est que ça te plaisait avec le texte et non pas en dépit des textes. Voilà, ça me plaît avec le texte. Mais c'est parce que j'aimerais qu'on réfléchisse là, même si ça dure que 5 minutes, à une distinction entre les chansons à texte, qui est quasiment une catégorie, on peut presque le trouver dans des rayons de Fnac, même si bon, ça, c'est pas forcément la bonne façon de catégoriser de la musique, mais il y a les chansons à texte. Oui, mais alors, et le texte dans les chansons qui sont pas dans les morceaux qui sont pas des chansons à texte. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pour moi, Indochine, c'est ça. C'est de la pop, et c'est pas de la chanson à texte, mais le texte joue une part intégrante de leur musique. Mais c'est de la chanson musique. C'est de la chanson qui est un instrument. Alors c'est du sens aussi, bien sûr, hein, mais je sais pas. Et en fait, je sais plus où j'étais tombé sur des interviews, des descriptions justement des gens, des parolières et des paroliers qui avaient écrit pour l'album. Ça me saoule que je me souviens plus du nom de l'album, mais l'album avec J'ai demandé à la lune, etc. Oui, Et t'en avais une parolière qui disait que c'était difficile d'écrire pour Indochine parce qu'en fait il faut écrire comme si t'écrivais en anglais mais en français. je vois exactement, parce que je pense que c'est quelque chose que je peux écouter de cette manière-là. Tu sais, Ouais. Je connais les paroles par cœur, mais je suis pas sûre pour tous les paragraphes, toutes les paroles que je vais connaître, je suis pas sûre d'avoir un scénario qui se forme dans ma tête. Ouais. Mais c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est autre chose, tu vois. C'est pas. Je fais une parenthèse par l'anglais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le français c'est nul pour la chanson, l'anglais tu peux chanter j'aime le yaourt et c'est trop bien quoi. Mais il y a une chanson comme ça qui s'appelle Et ça fly away. Alors Ouais. c'est Archimède qui avait ça et leur refrain c'est et ça fly et ça fly away comme des niais et ça want to rock, ça la joue folk. Ouais. Et c'est tout un franglais comme ça. Et Ouais. nous, ça nous branche vu qu'on a le niveau d'angloche d'un 5e techno. Enfin, tout un truc comme ça. Vraiment Ok. sur cette critique d'une chanson anglaise qui pourrait se la jouer pop et d'une chanson française qui serait condamnée soit à la grande poésie, soit vraiment des trucs nazes. Et qui Ok. sonnent nazes. Alors, eux, ils le font par la parodie et la dérision, et j'ai envie de dire un petit peu le mépris. Oui, clairement. Donc tout de suite, ils ne me sont pas sympathiques. Indochine le fait en embrassant à plein bras un principe qui est justement, ils ont pas, enfin, c'est les inconnus se foutaient déjà de leur gueule dans les années 80. Isabelle a les yeux bleus, Isabella, tout ça, machin. Oh, t'inquiète pas, je la connais. Bah oui. Mais derrière l'apparente, c'est pas de la stupidité en fait, c'est de la simplicité. Ça va aussi avec la façon qu'ils ont de la chanter et tout, parce que si t'avais des textes, on va dire plus sophistiqués, tu pourrais pas chanter comme Sirkis chante Salinger, enfin c'est pas possible quoi. Ça serait, du coup, ça serait ridicule. Mais il y a ce mariage enfin, plus j'écoute et plus je me dis, en fait, c'est brillant parce que ce qui fait que il y a quelque chose de rythmique et je parle de rythmique de la langue et pas de la rythmique musicale. Et donc Indochine pour moi, ça marche quoi. Ça a l'air tout con. Et tu penses, est-ce que t'as une idée je sais pas, d'un vers, quelque chose qui voudrait illustrer chez Indochine? Parce que Oui. là, moi, j'ai vraiment toutes les chansons qui passent dans ma tête et j'essaye de mettre un écho à ce que tu peux dire. Oui. Et t'as cité des fleurs pour Salinger. J'ai essayé de le réécouter en voyant ce qui cloche, mais en fait, comme j'aime bien, je vois plus ce qui cloche. Non, j'ai deux vers. Il y a des petites fées au creux de ma main qui prennent le thé dans un jardin. Et moi, elle m'a toujours fait rire, mais énormément, oui, tu vois. Mais oui, celle-là. Mais elle me fait rire. Mais quand je suis dans l'ambiance et que j'écoute toute la chanson et tout, je vis ce moment comme un moment jubilatoire. J'adore quand ce vers arrive, mais c'est pas pour ça que je le trouve pas con ou enfantin ou ce que tu veux ou risible. Pas risible, c'est méchant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne dans cette simplicité.
Alors que moi, je trouvais qu'elle fonctionnait pas. Même quand j'étais ado. Oui, c'est subjectif, ouais. Ce vers-là, alors que j'avais très peu de second degré sur ce genre de groupe, par ailleurs, celle-là, je ne l'achetais pas du tout. Et ça me faisait la même chose. Alors, vraiment, je vais partir sur un univers complètement différent, où j'ai l'impression qu'il y a un décalage par rapport au reste de la chanson. Moi, je pense à Laurent Voulzy, dans une chanson par ailleurs dont je suis pas fan, sur le pouvoir des fleurs, où il dit sur la Terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants. Et, et j'ai envie de dire, tu vois, tu sens la rime en oui. Qu'il a cherché. Il s'est dit, attends, il y a des enfants, bon bah oui, les fleurs, pouvoir des fleurs, les enfants, bon, les gens, hein, comme ça on élargit. Qu'est-ce qui rimerait en les éléphants, tu vois. Et moi, le truc des petites fées au creux de la main qui prennent le thé dans un jardin, et ben ça me faisait ce même effet de décrochage de je suis dans une ambiance et tout d'un coup il y a une image qui arrive et qui il y a une histoire de marcher sur des roses qui est close, donc le jardin est justifié. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le côté artificiel d'aller chercher la rime, mais en même temps je ne le vois pas, alors qu'avec Woolsey je me dis ouais non mais là d'accord. Oui, mais c'est parce que il a placé son mot, mais ouais, je sais pas. Après voilà, c'est pour ça que je disais on va pas se faire que des amis, parce que peut-être d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs chez les gens qui détestent comme chez les gens qui aiment, mais et c'est pas la seule raison, hein, je rassure notre auditoire impatient qui dit oh si c'est que ça, mais je sais pas. Bon, on va pas passer non plus 30 ans là-dessus, parce que comme tu dis, toi ça te fait l'effet inverse, mais t'es quand même d'accord pour dire que chez Indochine, il y a quelque chose qui se passe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelque chose d'assez singulier dans le paysage de la chanson française. Oui, parce que tu reconnais du Indochine à travers la masse de chansons qu'ils ont pu faire et leur corpus. C'est vrai que je te disais, il y a quand même deux périodes, enfin il y a quand même des sons différents. Moi, j'ai l'impression que ne serait-ce que les chansons très très pop du début de leur carrière, dont nous n'avons pas encore parlé, et d'ailleurs je trouve ça cool. Parce que les gens, ils entendent Indochine, ils te font sortir l'aventurier. Et pour moi, c'est même pas du Indochine. Oui, bah oui, moi pour moi, justement, c'est pas l'aventurier, je l'écoutais pas quand j'étais dans ma grande période d'Indochine. J'écoutais Dancetaria, Juste toi et moi, enfin et effectivement, j'ai pas l'impression d'écouter exactement le même groupe. Et en même temps, sur ces textes assez évasifs, poétique, et c'est vrai que c'est une question qui s'est posée quand je réfléchissais au thème d'aujourd'hui, parce que en fait je me suis rendu compte que quand j'avais envie de sélectionner des chansons pour leur texte, et ben j'avais deux choses qui m'arrivaient en tête. D'un côté, j'ai dans la tête des chanteurs, et je peux citer des noms, j'ai Biolay en tête, j'ai peut-être Adrien Gallo, des choses comme, enfin des auteurs comme ça, qui, même Jeanne Chéral, sous certains aspects, qui vont faire des chansons très belles, avec des textes très ciselés, qui me font plaisir à l'oreille, mais qui m'évoquent assez peu de choses, et avec des choses alors, qui vont être, du point de vue de la structure, peut-être plus proches de quelque chose de rythmique, mais dans le texte, très prosaïque. Moi, j'ai relevé, moi, quand tu m'as parlé de texte, d'écriture de la chanson, moi, je pense tout de suite à Fersen, parce que pour moi, il a un univers, tu peux pas écouter du Fersen et te dire que c'est quelqu'un d'autre. Et je l'ai vu sur scène la semaine dernière, et je me suis dit, à travers tout ce qu'il a fait, tous ses albums, tu retrouves toujours des gimmicks, des écritures, même des mots, des images, d'un texte à l'autre. Et ça peut être très simple. Là, moi, j'avais relevé Tu n'as pas les oreillons. Voyant sur la corde à linge un soutien-gorge le jabbi, je poussais des cris de singe et j'arrachais mes habits. J'en caressais la matière, j'en essayais les bonnets, et ma tête entrait tout entière. Cela m'impressionnait. Enfin voilà, on a quelque chose de presque grotesque, mais du point de vue de la rythmique, c'est très simple, mais ça m'évoque une scène tout de suite. Alors que si je vais dans des ambiances, moi j'ai relu aussi du Biolay, du coup, je me suis rendu compte que Laisse aboyer les chiens,
c'est vague, hein. Je saurais pas te raconter le récit de Laisse aboyer les chiens, et je sais que j'adore cette chanson. Mais j'ai pas un clip dans la tête, en fait. Je ne vois pas la scène qu'il décrit. Mais ça, c'est un critère assez particulier pour juger surtout d'une chanson, ou en tout cas de tout ce qui est, genre, bon, on va dire poétique vite fait, parce que ça m'arrache la langue, mais parce que le côté narratif, moi j'appelle ça un côté narratif, et ça c'est limite, enfin c'est un cliché de le dire, c'est pas le propre de on va dire, voilà, il y a le narratif et puis il y a ce qu'on appelle le lyrique, enfin quand on sait pas quoi dire, quand en fait les mots sont là comme un moyen pour évoquer quelque chose. Oui. Et les mots sont là parce qu'il y a que les mots qui peuvent dire quelque chose. Oui. Et c'est ça, à mon sens, c'est ça la différence entre les deux univers dont tu parles. C'est-à-dire qu'il y en a un où finalement l'invention ne se fait pas dans le langage. Et moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à apprécier quand j'écoute ou quand je lis. Pour un roman, quand j'ai l'impression que l'auteur me raconte ce qu'il a dans sa tête, dans ce cas-là, à chaque fois j'ai envie de lui dire écris un scénario et me perds pas mon temps à me faire lire des phrases qui n'en sont pas. Et d'autre part, il y a et ça peut être narratif aussi. En fait, c'est pas une distinction entre raconter une histoire ou raconter des sentiments. Ça, c'est débile. Oui, non, je pense que c'est la distinction que tu faisais entre le narratif et le lyrique. Oui. Mais le lyrique, pour moi, c'est pas un bon terme. Non, mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'était... Et je me trompe peut-être, et je pense que je pourrais moi-même démonter ce que je vais dire. Je pourrais moi-même le démonter à la suite. Hein, mais il me semble que si on va être très schématique, vraiment je parle en termes de clichés, de catégories, et tu disais et même d'univers mental, quand tu as un rapport au livre en dehors de la chanson, le côté narratif va être du côté de la prose du roman, et je vais attendre quelque chose d'évocateur, de soucieux des mots, plus dans la poésie versifiée, avec ce jeu du rythme, ce jeu des vers, ce jeu des rimes, des assonances, des allitérations. Alors que j'ai l'impression qu'en chanson, ce qui va être très évocateur et qui va vraiment jouer sur ma sensibilité, ça va être des formats très libres. Ouais. Alors que le côté narratif va être dans des formats de chansons avec une rythmique fixe, avec des rimes, avec... voilà. Et c'est ça qui m'étonne. C'est que une fois en régime de chanson, on est une forme qui s'oppose à ce que je vais voir, moi, dans des livres. Oui. Mais parce que, c'est super intéressant ce que tu dis, et ça donne, ça donne de l'eau à un moulin qu'il faut faire continuer de tourner, qui est la réflexion sur, et je pense que ça pourrait être notre dernière partie dans cette première partie. La chanson, c'est pas une chanson n'est pas un poème mis en musique. Non. Et c'est presque là que je ne sais pas que je voulais en venir, mais c'est ça. C'est là que va être le distinguo, pour moi. C'est que la chanson, elle va obéir à des codes... et tu parlais tout à l'heure de poèmes... Enfin, on a commencé par les poèmes mis en musique. Oui. Et moi, j'ai un souvenir toujours pareil, hein, parce que je vais beaucoup parler de ce que j'ai découvert ado. Il y a Nicolas Bacchus, je sais pas si tu connais, c'est un... Je connais par toi, je crois. Tu connais par moi. Nicolas Bacchus a mis en chanson, enfin, et justement j'ai du mal à dire en chanson, il a mis en musique, en tout cas, une lecture du Condamné de Jean Genet. Oui. Au macaroni, au Cayenne Madouce, avec ce regard du prisonnier sur ses codétenus, cette image du bagne. Et
en ayant pourtant réécouté ce que faisait Nicolas Bacchus, ce texte ne m'est jamais apparu autrement qu'un texte. Je ne me suis jamais dit c'est une chanson. Ouais. Je ne me suis jamais dit c'est une chanson, alors que on a commencé par Brassens. Ouais. Brassens, pour moi, il a fait des chansons. Il a fait des chansons, Exactement. des poèmes de Victor Hugo. Alors que pour moi, Nicolas Bacchus, quand il met en musique Jean Genet, il me permet de le découvrir, mais j'ai toujours l'impression qu'il me lit un texte. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il a cherché à faire. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Je reviens sur ce que tu disais sur Brassens. Moi, j'ai envie de dire, Brassens n'a fait que des chansons. Et c'est pas grave. Parce que Brassens lui-même, il arrêtait pas de le dire, il dit « Moi, je suis pas un poète, je suis un chansonnier, etc. etc. » Et les gens prennent ça comme la modestie légendaire de Brassens, etc. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire « Ça n'est pas la même chose ?» La chanson, ça n'est pas purement langagier. C'est un ensemble, ça utilise des moyens. En fait, il faut se demander qu'est-ce que c'est qu'un poème. Un poème, ce n'est pas un genre. Un poème, c'est pas des vers. Posez-vous la question, vous qui écoutez. Si je fais des rimes et que je mets un nombre de syllabes fixe sur ma notice d'utilisation de mon micro-ondes, est-ce un poème? Tu vois? Bah, essaye. Et je pourrais essayer, non mais là je vais pas le faire. Mais il faut se demander. Et en fait, le vers, d'ailleurs, quand tu regardes l'histoire du vers, à une époque, tout passait par le vers. L'opposition vers-prose n'a rien à voir avec l'opposition qu'on en a fait scolairement et un petit peu culturellement à une certaine époque, on va dire moderne. Il se trouve qu'à un moment de notre histoire, le vers est devenu l'instrument privilégié de gens qui comme moyen d'expression, avaient le travail de la singularité du langage. Moi, je le dirais comme ça. Je sais pas, c'est un peu... C'est-à-dire que, pour moi, un poème, c'est quand tu fais quelque chose, tu réalises un rapport singulier entre ce que tu as à dire et comment tu le dis. Et si cette chose que tu dis ne peut être dite que comme ça, que dans la manière dont tu l'as dit, là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du poème. D'accord. Quelque chose, voilà, un lien entre une forme de vie et une forme de langage. Ça, c'est une des formules méchoniques pour dire ce que c'est qu'un poème. La nécessité de la formule, qui serait là dans le poème. Voilà. Aragon disait, c'est quelque chose qui ne fait pas double emploi. D'accord. Un poème. D'accord. Et dans ce cas-là, et après je te donne la parole, mais dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des rimes et d'avoir une rythmique au sens musical et pas au sens langagé, puisque ce sont des choses qui sont presque antithétiques. Par contre, oui, il peut y avoir des chansons qui sont des poèmes, dans le sens où, en fait, quand tu commences à penser poème, comme je l'ai dit moi, n'importe quoi peut être un poème. Si la façon dont c'est fait et ce que ça produit, ce que ça invente comme valeur, s'ils sont indissociables et que c'est quelque chose de singulier, oui, là ça marche. Un tableau peut être un poème, une œuvre philosophique peut être un poème, voilà. Donc une chanson peut être un poème, mais ça sera pas parce que c'est en vers et parce que ça rime et parce que c'est joli, etc. Ça, c'est les vieux clichés en fait sur la poésie qui ont disparu plus ou moins provisoirement du discours sur la poésie et qui se retrouvent dans la chanson. Et un de nos auditeurs nous a suggéré de nous poser la question du prix Nobel de Bob Dylan. Bah oui, parce que c'est pertinent par rapport à ça. Mais... Bah oui. Mais ça paraît pas trancher ce qu'on dit, parce que si tu fais le distinguo entre la poésie et la chanson, mais que tu reconnais que c'est une écriture et que la chanson entre en littérature, tu peux récompenser Dylan en tant que chansonnier et non pas en tant que poète. Oui, voilà, exactement. Mais
voilà, c'est intéressant, je pense que c'est important de se poser la question parce que on touche là des gros clichés qui, moi, m'exaspèrent parce que ça empêche de voir ce qu'il y a de riche dans le poème et dans la poésie, si on veut utiliser le terme de poésie. Le fait de faire la chanson sert de conservatoire à ces vieux clichés sur les rimes, les mètres, le fait que la poésie serait cette espèce de mise en ordre du monde, alors que si un poème est un poème, c'est qu'il est singulier, c'est que justement c'est l'inverse de quelque chose qui peut se reproduire à l'infini. Ah, donc il y a eu un... Non, j'ai arrêté de parler. Oui, non, mais justement, mais parce que je pensais que je voulais pas te couper dans ce que tu disais. Oui, parce que je pense pas savoir rebondir là-dessus, vraiment. Non, bah, y a pas de problème. Justement, ça m'intéresse, mais comme c'est des sujets que j'ai assez peu pensé, justement, comme je te dis, je suis assez peu lectrice de poèmes, de manière générale, alors que j'écoute énormément de chansons. Je m'étais assez peu interrogée finalement là-dessus. Mais j'ai écouté religieusement ce que tu disais parce que justement ça fait écho en moi et j'ai presque envie de le mettre à l'épreuve là clairement je vois ma bibliothèque de poèmes et j'ai envie de me replonger dedans pour tester ça, tu vois. Ouais. Et là, je viens de me surprendre, parce que j'étais aussi en train de regarder tout ce que j'avais pu déblayer. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Biolay, et je viens de me surprendre toute seule, parce que tu sais, tu as évoqué l'idée d'accrocher un poème sur ton frigo. Ah bon ? C'est pas ça, parce que peut-être que j'ai mal entendu à ce moment-là, mais tu as dit oui, si je fais si je mets trois... non. C'était la notice d'utilisation de mon micro-ondes. Voilà, mais voilà, ce côté très prosaïque. Et moi, ça m'a fait penser à Brant Rhapsody de Jeanne Chéral et Benjamin Biolay, qui est une suite de post-it laissés sur un frigo. C'est un couple qui s'écrit des post-it et voilà, on a l'impression de lire les post-it. Et dans mon souvenir, ce n'était pas versifié, ce n'était pas rimé. Et je viens de me rendre compte que le texte est parfaitement rimé. À payer EDF, Orange, abonnement Canal, plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non ? Si oui, mets-le en évidence dans le salon. Et il y a quand même... voilà, c'est des trucs... J'ai toujours cru que c'était absolument pas rimé. Et en fait, c'est rimé. Code réservation QWXXCJ, mot de passe Casablanca, départ Orly 9h47, retour le 23 à 7h15, arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3. Donc Casablanca, terminal 3... il y a quand même et le texte m'avait masqué cette recherche. C'est tellement voulu comme des banalités que je n'avais pas vu le travail sur le texte. Voilà, et je trouve fou que 10 ans quasiment après, parce que ça je l'ai écouté, je m'en rappelle il y a une dizaine d'années, 10 ans après je découvre que le texte était plus travaillé que je ne le pensais. Et oui. Enfin, plus travaillé. En tout cas, travailler de manière plus classique que je ne le pensais. Oui. Je pense à un truc en t'écoutant me citer ce texte, c'est que notre auditoire doit se dire bon, ils savent pas chanter, etc. On sait très bien chanter. La question, c'est qu'on veut pas être flagué pour droit d'auteur, donc vous n'aurez pas la musique avec le texte. Encore une fois, ce qui montre bien que c'est indissociable. C'est pas de la poésie plus de la musique. Et pour appuyer un peu là où ça fait mal, je propose qu'on passe à notre troisième partie. Comme ça, ils auront que des extraits de nous qui lisons des textes qui sont normalement destinés à être chantés. Et figure-toi que c'est un test que j'ai fait pour choisir mes textes. C'est-à-dire que j'ai lu à haute voix des choses pour voir ce que ça donnait en dehors de la musique. Et on a beaucoup parlé de Brassens, et j'arrêterai après avec ça, mais... de toute façon, je coupe quand je veux. Voilà. Mais je me suis rendu compte en lisant La balade des dames du temps jadis de François Villon que je ne pouvais plus le lire. Je ne peux plus le lire sans le rythme Brassens. De Brassens. Je ne peux plus, je l'ai dans la tête. Pour moi, c'est devenu le rythme de Brassens. On peut, mais c'est moins bien.
Oui, voilà, on a envie d'avoir le Brassens derrière une fois qu'on l'a eu dans l'oreille. C'est ça. Alors que là, j'ai trouvé qu'il y avait certains parmi la multitude de chansons que j'ai retenues, il y en a qui passent totalement, qui passent très très bien en fait sans texte. Ouais. Et là, on revient peut-être à notre distinguo, poème, chanson. À quel niveau tu vas faire un distinguo entre les deux? Bah oui. Moi, je fais un distinguo radical. D'accord. Moi, ça dépend. Donc, comme d'habitude maintenant, ça y est, c'est une tradition. On va se faire deviner on va se lire des petites citations et il va falloir deviner de qui, de quoi il s'agit. J'ai bien envie de commencer cette fois. Eh ben, j'avais bien envie de te laisser commencer aussi. Eh ben, c'est parfait. Donc, je vais commencer par ma citation numéro 2. D'accord. Finalement. Soyons logiques. C'est parti. Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies. Alors là, tu me poses une colle. Alors, redis-le-moi une nouvelle fois. Oui. Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies. Le côté algèbre des mélancolies, moi, ça m'évoque du Brel, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Alors, je ne connais pas. Je ne connais pas, ou alors je serais surprise de connaître. Ouais. Ouais, non, moi, vraiment, il y a vraiment ce côté grandiloquent, les éboueurs, les algèbres, mélancolie. Ouais, moi, je vois du Brel. Ouais. C'est ce que ça m'évoque, mais il me semble que c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Oui, juste avant de donner la réponse, comme ça les gens continuent à chercher. Y a, comme tu dis, il y a à la fois éboueur, se vautre, etc. Enfin, c'est un truc qui repose sur une espèce de contradiction, une entité généralisée entre des mots. Moi, au début, j'aimais pas cette chanson. Non, c'est faux. Je l'ai toujours aimée malgré elle. Ah, alors explique-moi. Et petit à petit, j'en suis venu à me dire non, mais en fait, c'est pas parce que il y a un côté, tu trouves ça aussi dans du Noir Désir des fois et tout. T'as le côté, il joue trop avec les mots et du coup, ça devient un artifice. Je vois ce que tu veux dire. Donc t'as dit il. Ou alors tu parlais de Noir Désir. Je parlais de Noir Désir, mais là c'est un il aussi. La chanson s'appelle Confession d'un Neverbeen. Ah, d'accord. C'est du Starmania. Non. Non. Attends, mais c'est hallucinant. Non, c'est Hubert Félix Thiéfaine. Et tu sais que je la connais. Et tu sais que je l'ai écoutée. Et tu sais qu'elle a été très longtemps dans... Mais voilà, Thiéfaine... J'ai volé mon âme à un clown. Ah oui, un clo-clo mécanique du rock'n'roll cartoon. Oui, et ben je la connais. Et c'est exactement ce que tu disais sur Indochine. C'est quelque chose que j'ai écouté, que j'ai aimé. Le clo-clo mécanique, je m'en rappelle. Cette chanson, je sais que tu vas me la remettre dans les oreilles. Je l'ai écoutée des dizaines de fois, c'est sûr. Ouais, ça commence par du piano. Et par contre, tu vois, quand tu m'as donné c'est les deux premiers vers. Eh ben, je ne les ai jamais entendus. Je ne les ai jamais captés. Ouais. Mais il faut dire que moi, cette chanson, en fait, elle est tellement jubilatoire que je l'ai apprise. Et du coup, pour pouvoir la chanter. Est-ce que tu peux me la redire une dernière fois? Parce que maintenant que j'ai la musique dans la tête et la voix de Thiéfaine, je vais peut-être l'apercevoir autrement. Donc, les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies. Alors, je te dirai pas que je la réentends avec le son. Je vais pas te la chanter. Je me suis pas préparé, j'ai ma pudeur. Il est timide. Mais effectivement, il la chante d'une certaine façon, bien sûr. Mais dans toute cette chanson, en fait, c'est ça. Disons qu'il y a eu plusieurs stades. Premier stade, je l'ai entendu un jour, je devais avoir 18 ans, j'étais en bagnole avec mon père et elle passait à la radio, sûrement à l'époque où elle est sortie. Et c'est le refrain, quoi. J'ai volé mon âme à un clown, chanté avec sa voix et tout. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi? Mais donc la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, c'est quoi ce truc ridicule, mais marrant, tu vois. J'ai volé mon âme à un clown. Bon, enfin, voilà. Mais c'est l'album que je connais. Vas-y. Ouais. C'est l'album que je connais le mieux de Thiéfaine et qui me... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il... Enfin, j'aime beaucoup mais maintenant, j'aime beaucoup. Ce texte.
Donc Je voilà, pense que pour le c'est... coup. Ouais, je pense que D'accord. c'est à toi. Alors, qu'est-ce que je vais te faire deviner? Quelque chose qui est devinable aussi, parce que c'est Devinable, on particulier. dit. Comment? Devincible, on dit. Devincible. Alors, quelque chose qui est... Oui, j'avais conscience que devinable n'existait pas, mais Non, mais tu rigoles. C'est... je te troll, hein. De quoi? Je sais Mais pas si devinable existe, mais devincible, c'est clairement pas la bonne bah façon non, de le mais dire. je n'ai aucune idée de ce qui se dit. Je pense que c'est devinable. Devinable? Mais Bah ça se dit écoute, pas. écrivez-nous sur nos langues dans ton oreille @gmail.com et dites-nous comment vous diriez le fait de pouvoir être deviné. Oui, bah je vais essayer de faire un truc que tu peux deviner. Alors, voilà. Très bien. Ah bah tiens. Puisqu'on avait parlé de l'horloge de Mylène, Mhm. Bah là, tu me donnes des indices déjà. ah bah c'est pas un indice, c'est une thématique. Ok. Donc, dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Alors, j'ai envie de dire Alphonse Daudet, le petit chose. Bien essayé, et Je on... suis né dans une ferme du Poitou. Non, mais au début, ça me disait quelque chose. C'est Fersen. Non, ça pourrait, mais c'est pas Fersen. Ok. Parce qu'il y a ce côté deux éléments. Moi, je pense à le parapluie et tout. La chauve-souris, La oui, voilà. chauve-souris. Non, alors c'est quoi? C'était le piège que je te tendais, hein, parce que pour moi, D'accord. effectivement, ça ressemblait à du Fersen. Hein. Bien joué. C'est du Nougaro. Ah, Nougaro. Encore une raison de pas me faire des amis. Je déteste Nougaro. Je sais pas pourquoi. Eh bien, je n'aimais pas Nougaro quand ma mère me le faisait écouter, et j'ai mon meilleur ami qui est toulousain, donc Ouais. forcément Oui. j'ai eu C'est une Garonne, et c'est lui qui m'a fait découvrir celle-là, qui est une petite fable comme ça sur un coq amoureux d'une pendule et qui Hmm. et c'est un drame, hein, cette chanson, puisque Ouais. la pendule finit par sonner l'heure du coq au vin. D'accord. Et donc voilà, bon, c'était Très plus bien. pour la Très coquinerie bien, très bien. Ouais, non, de ne pas être chez mais du Nougaro, pour moi. mais c'est fou, quoi, parce que beaucoup de mes références en chansons françaises, bah, à commencer par Brassens, me viennent de mon père, qui Mhm. m'en jouait à la guitare quand j'étais petit et tout, enfin, qui en jouait, et j'étais là. Euh, mais alors, il adore Nougaro aussi, et il en écoutait, mais alors, je sais pas, il y a quelque chose là, pour le coup, vraiment, dans son phrasé, dans sa musique, ça me sort par les oreilles, quoi. Je ne peux pas. D'accord. Non, enfin, c'était juste pour le dire, quoi. Histoire d'énerver les gens qui aiment bien Nougaro. Ah, mais je pense que tu as le droit. Hein. Oui. Bon, si on se place sur le plan du droit, à partir du moment où on est sur des goûts, on a le droit de tout, hein. Mais faut pouvoir l'argumenter derrière. Bon, c'est pas l'objet. Donc, ton deuxième texte. Mon deuxième texte. On va voir si tu trouves. Les blés sont pour la faucille, les soleils pour l'horizon, les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Ah bah, je connais ça. Ça, par contre, je connais. Alors, attends. Les blés sont C'est pour la bizarre, faucille. c'est bizarre. Les blés sont pour la faucille. Les Alors, soleils pour l'horizon. les garçons sont pour les filles et les filles pour les garçons. Je brasse ce qui me vient à l'esprit. Hein. Vas-y. J'ai Made in Normandie, mais ça me semble bizarre. Non, j'adore cette chanson. Donc je ne l'aurais pas mise. Non, s'il y avait ça dans la chanson, je l'adorerais pas. C'est ça que je veux dire. Ah. Non, tu penses Non, oui. Vas-y. Alors, attends. Les blés... Mais Les vaches rousses, blanches et noires. Ouais, c'est ça, mais là, c'est sûr que Là, c'est l'effet inverse de la première. La première, c'est une chanson que je connaissais, dont tu m'as cité un passage que je ne connaissais pas. Et là, j'ai l'impression que tu me cites un passage que je connais dans une chanson. Scandaleux. Dans une chanson que je ne... Pareil, le côté fille. Pour moi, ça a été la rupture avec ce chansonnier, pour moi, cette chanson. Ah, donc déjà, je sais que ce n'est pas une femme. Oui. Parce que c'est quelque chose auquel moi, j'ai prêté attention... parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de garçons dans ce que je sélectionnais.
Mhm. Et le fait est que ça se retrouve aussi, puisque pour l'instant nous avons Tiefen, Nougaro et Il. Mhm. En plus, un sacré misogyne. Ah, alors là ça donne des indices. Les garçons sont pour les filles Enfin, et un les sacré filles... misogyne, c'est discutable, mais de toute façon, pour moi, ça a été la rupture. Il y a il y a une autre chanson, et notamment la façon dont il la chante, qui est la suite d'une de ses chansons, où il la joue dans les pires clichés que même Michel Serrault n'aurait même pas osé les interpréter comme ça. C'est Jacques Brel, en fait, Ah bah, dans et une bah du coup chanson qui c'est... s'appelle Les Blés. Ok, d'accord. Et bah j'ai dû l'entendre, mais bah voilà, on est exactement dans le cas que je te disais. Là, on est bien dans une chanson que j'ai entendue, Hmm. mais alors Bon, je vais mettre quand même un bémol à mon indignation. C'est une chanson qui parle de séduction, etc., etc. On voit, c'est de l'homophobie culturelle de l'époque. Mais connaissant le personnage, connaissant je vous ai, c'est quoi la suite de Je vous ai apporté des bonbons, celle où il la joue en mode cage aux folles. bah, Je je vous ai pense pas que ce soit rapporté. des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Ouais, mais en fait, il a fait une version 2. Ah, je savais pas du Ou tout. alors c'était peut-être dans un concert. Il y a une suite en fait à cette chanson, il me semble, où il dit je voudrais reprendre mes bonbons et tout, et il la joue en mode grande folle euh, à charge, parce qu'il n'y a pas de problème à être efféminé. Mais là, c'est la folle vue par la panique hétéro. C'est pas comme ils disent quoi. C'est pas comme ils disent, non. Comme ils disent, j'aime beaucoup. Bah oui. Euh, mais bon, c'est vrai que je la sors de son contexte, cette citation, et de son époque. Mais sachant la façon dont Brel accueille un de ses plus fervents fans, qui est un jeune Anglais qui s'appelle ah, j'ai oublié, il s'appelle Jones, mais j'ai oublié son vrai nom, qui s'appelle David Bowie, et qui veut le rencontrer après avoir écrit un ou deux albums, donc à un moment où il a déjà été vu portant des robes, et la secrétaire rapporte que la réponse de Brel, c'est non, non, moi je veux rien avoir à faire avec les PD. Ok. Bon bah. Quand David Bowie a voulu le rencontrer quand il est arrivé sur Paris dans les fins des années 60. Donc bon, enfin bref, Et c'est c'était drôle. pour... C'est Voilà. drôle de savoir que Bowie ait pu aimer Brel. Bah, Bowie, il y a une reprise, traduction très célèbre du port d'Amsterdam. Ah bah je ne l'ai pas. Bah écoute, vraiment là tu me donnes Voilà. de quoi occuper ma soirée. Très bien. À toi. Alors, à moi. Toujours pareil, hein, je suis dans l'hésitation sur mon choix, mais bah, je vais suivre ce que j'avais envie de faire. Mhm. De la conne qui m'a fait pleurer devant la glace, de la nonne qui m'avait mise au fond de la classe, des petits couteaux cruels cachés sous les coussins, des petits râteaux mortels que j'ai pris dans les seins, qui me vengera? Alors là, aucune idée. Aucune idée? Au début, j'allais dire c'est Nougaro, mais Tu allais après dire non. quoi? Pardon, Nougaro. Nougaro? Ah, Mais après non. bah non, parce que c'est... Bon, bah, de la conne qui m'a fait pleurer devant la glace, de la nonne qui m'avait mise au fond de la classe. Bah ouais. Oui, moi, ce qui m'intéressait ici, c'était le qui. Oui, bah oui, oui, oui. Forcément, parce que je me suis dit qu'il passerait assez mal hors chanson. Et c'est du Jeanne Chéral. Ok, Jeanne Chéral. La chanson s'appelle Qui me vengera, et c'est tout un récit qui m'a beaucoup parlé à la sortie de l'adolescence sur... en fait, elle a fait la liste de tout ce qui lui a paru injuste ou cruel dans son enfance, dans sa vie d'adolescente. Ouais. Et, donc le bruit, l'odeur... non, Oui. pas ça. En fait, la première fois que tu as dit son nom, tout à l'heure, j'ai cru que tu disais Jacques Chirac, du coup, ça m'a fait penser à... Bon, bref. Bon, bah, on peut passer par Zebda, hein, mais c'est pas... On peut passer par Zebda, mais bon. C'était pas mon propos. Là, ce qui me semblait marrant, c'était justement ce choix du qui me vengera. Et il y a pas de réponse dans la chanson. C'est juste une accumulation de trop plein d'émotions. Et j'aime beaucoup ce que fait Jeanne Chéral de ce point de vue-là.
C'est bien, il faudra que j'aille écouter. Ouais. Oui, bah écoute, si je peux te donner et aussi aux autres, à ceux qui nous écouteraient, des conseils, il me semble. Non, pas qui nous écouteraient, qui nous écoutent. Qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. C'est vrai. Et bien dans ce cas-là, et ben moi l'histoire de J et l'album Charade, plus que les premiers albums de Jeanne Chéral, mais ces deux-là, Charade et Histoire de J, il me semble qu'en matière de chansons françaises, il y a vraiment des très 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 belles choses. Okay. Et comme j'ai l'impression qu'on toujours pareil, hein, on a beaucoup évoqué des garçons, à part Mylène Farmer évidemment, j'avais aussi envie de choisir ce biais-là. Oui, tu as raison. Et donc à toi. J'ai un peu honte, j'ai que des garçons moi. Ah oui, mais je pense que c'est pas une honte que tu as à avoir, parce que moi là j'avais sélectionné... Non mais il y a un effort, on peut faire un effort en tant que... J'ai sélectionné 13 créateur. Textes, j'ai 3 textes de femmes sur les 12 textes que j'avais sélectionnés, 13 textes que j'avais sélectionnés. J'ai 3 textes de femmes, ce qui m'a embêté moi-même. Oui. Et donc ton troisième mec. Mon troisième mec, qui est donc ma citation numéro 1 au départ, j'avais prévu. C'est très intéressant de savoir dans quel ordre j'avais fait mes recherches. Et la suivante. Il était 4h du matin. J'étais seul et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Bien là, je sais qui c'est, je sais ce que c'est. C'est Starmania, c'est Ziggy. Oui. Et pour moi, c'est ce qui m'a fait découvrir Bowie, puisqu'on parlait de lui. Parce que moi, qui était Ziggy, je ne savais pas. Bah oui. Et voilà. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc là, celle-là, je l'ai reconnue. Oui, c'est l'exact opposé de la chanson de Brel pour la thématique. Mais tu n'as pas dit le nom de la personne qui a écrit cette chanson. Alors, lequel ce serait... parce que dans les auteurs, il y a Balavoine, il y a Plamondon, c'est pas ça Il y a Luc Plamondon. Plamondon, pas Flamandon. Mais Plamondon, il a écrit c'est celui qui a écrit la pièce, en fait, qui a écrit le... Il me semble bien. Il me semble que c'est... Non, c'est pas. Balavoine, il était chanteur sur Starmania. Ah oui, écoute, on aurait pu... Il n'était pas compositeur. Non, il manque le nom. Le nom c'est Berger. Bah oui. C'est Berger. Bon d'accord, ok, c'est Berger. Berger, c'est logique. Qui s'est aussi coupé qui s'est aussi fendu, coupé, qui s'est aussi fendu d'une chanson très gay-friendly, je trouve, même si c'était sans doute pas l'intention, qui s'appelle Voyou Voyou. Je sais pas si t'as déjà entendu cette chanson. Ah non, je la connais pas du tout, celle-là. Eh ben, allez écouter Voyou Voyou. Eh ben, j'écoute, là tout de suite, je pense que dès qu'on aura fini nos devinettes, j'irai Voyou Voyou. C'est un peu moins bien que la groupie du pianiste, mais c'est quand même assez drôle. Ça tombe bien parce que j'aime pas la groupie du pianiste. Oh, elle est trop passée sur Nostalgie à l'époque. À l'époque où c'était pas Lady Gaga qui passait sur Nostalgie. J'anticipe. C'est bête ce jeu. Excuse-moi. À l'époque où c'était pas Mylène Farmer qui passait sur Nostalgie, voilà. Ouais, plutôt, parce que Lady Gaga, justement, c'était la troisième personne que je voulais te faire deviner. C'est vrai ? Non. Non. J'étais restée sur du français. Mais du coup, pourquoi ce choix de Ziggy ? Parce que je trouve que c'est un des plus beaux vers de la chanson française. Parce qu'il y a cette césure, il y a pas cette césure, il y a cet enjambement. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Voilà. J'étais seul et j'avais besoin, pause, de parler à quelqu'un. C'est quand même assez fou, quoi. Oui, non, mais je pense qu'on en avait déjà parlé de cet élan. J'ai été amené avec un de mes camarades à chanter cette chanson pendant un de nos projets de fin d'année, sous les feux des projecteurs et des caméras, et du coup, je me suis un peu penché sur cette chanson que je connaissais de loin, comme ça, j'aimais bien Starmania vite fait, quoi, quand on arrive en ville. Non, oui. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu ça à la télé à l'époque, c'était Céline Dion. Mais Céline Dion, elle a fait que cette chanson-là. Moi, je l'ai entendue que longtemps après par Céline Dion. Et j'ai été étonnée de l'entendre par la voix de Céline Dion. Oui. Mais ouais. Non, Starmania, c'est très bien aussi. C'est très pop, mais c'est très bien. Il y a un côté très... de toute façon, si on veut faire un lien, il y a aussi le travesti dans Starmania. Oui. Que moi j'aimais beaucoup, celle-là, pour le coup. Je la trouvais très rock. Je sais pas si il faudrait que j'aille l'écouter. Elle a été reprise par Jennifer, si tu veux. Ah, voilà. Là, c'est bon. Je vais pouvoir quelque chose de plus à mon goût.
Au moins, au moins on est éclectique. Oui. Alors, toujours pareil, je prends toujours ma décision au dernier moment. Oui, par contre là ça fait 1h47, donc on va peut-être pas on va toutes les couper. faire. Non, mais du coup, mais j'hésite entre deux. Eh ben allez. Le dernier spectateur de ma loge est sorti. Je suis démaquillée, le spectacle est fini. Je dois tranquillement dégringoler des cimes, retrouver l'ordinaire d'une vie anonyme. Je suis trop épuisée pour aller me coucher, je suis trop fatiguée pour bien me reposer. Tout à l'heure pour vous, j'étais dans la lumière, une garce, une sainte, une sœur, une mère. C'est Eddie Mitchell et Patricia Cass. Non. Ah, oh. Pourquoi Eddie Mitchell ? Parce que ça m'intéresse. Non, Eddie Mitchell, c'est une blague pourrie parce qu'au début, la dernière séance et tout. Ah oui, parce que moi, justement, on a parlé du comme ils disent, et moi, cette chanson me fait penser à Comme ils disent. Ouais, non, mais bien sûr, oui. Mais c'était pas Eddie Mitchell, comme ils disent. Non, c'était pas Eddie Mitchell, mais... Et imagine-toi, auditoire, comme ils disent, mais si ça avait... Pas repris par Eddie Mitchell, mais si ça avait été Eddie Mitchell qui l'avait sorti. Il faut se dire que du coup, les arrangements, la mélodie et tout est pareil, mais les arrangements, c'est quand même un peu plus rock, quoi. Et puis avec la voix d'Eddie Mitchell. C'est une expérience de vie. Fermez les yeux et essayez. Je le ferai moi après. Là, je peux pas le faire en direct parce qu'on ne coupe rien. Donc, sinon, on est parti pour 10 minutes encore. Oui. Donc, Patricia Cass, je sais pas pourquoi Patricia Cass, mais rythmiquement peut-être. Mais non, c'est très bien. C'est quoi ? Eh bien, c'est François Morel, des Déchiens. J'aime beaucoup que tu le présentes comme François Morel des Déchiens. Bah oui, parce que pas François Morel de France Inter. Même si je l'aime aussi sur France Inter. Moi, je l'aime plus trop depuis qu'il est plus dans Les Déchiens. Ah oui, mais voilà. Enfin, il a plusieurs albums de chansons, et vraiment là, j'y tiens, de chansons, tu vois, c'est des choses très écrites, c'est pas des choses que tu écoutes en fond sonore. Il y a du récit, alors il y a une chanson qui s'appelle Les Fromages, où il ne fait que citer des noms de fromages. C'est par là que j'y suis rentrée. Hein. Et il y a cette chanson hyper désuète sur apparemment une actrice qui sort de scène et qui est amoureuse, mais voilà, elle a tout le public à ses pieds, mais l'homme qu'elle aime ne lui porte pas attention. Et je la trouvais... Enfin, je la trouve marrante parce qu'elle est désuète, elle évoque plein d'autres chansons. Et c'était aussi un twist... je parlais de Nicolas Bacchus et j'avais lu une tribune de lui... Un twist à Saint-Tropez. Oui. Quand j'étais, toujours pareil, ado, j'avais lu un texte qu'il avait écrit sur Patrick Bruel, qui s'était senti obligé, quand il avait repris des chansons, notamment Mon amant de Saint-Jean, il s'était senti obligé de préciser, elle qui l'aimait tant, son bel amant de Saint-Jean. Patrick Bruel s'est dit qu'on allait trop douter sûrement de sa virilité ou de son hétérosexualité si jamais il disait moi qui l'aimais tant, mon amant de Saint-Jean. Alors que c'est tellement mieux. Bah oui, et puis c'est un personnage. On sait bien que tu vas pas au bal musette tous les samedis, Patrick, mais quand même de chanter Mon amant de Saint-Jean par Patrick Bruel, c'était pas possible. Il a fallu qu'il le mette à la troisième personne. Alors que Mon légionnaire de Gainsbourg. Personne ne pense que ou même si on le pense, ça n'a aucune importance. Au contraire, moi je trouve ça encore plus cool. Après, il y a un côté limite marketing de la part de Gainsbourg avec Love on the Beat et tout, mais je trouve que c'est bien. C'est mieux. Et voilà, et je trouve que François Morel qui écrit tout à l'heure pour vous, j'étais dans la lumière, une garce, une sainte, une sœur, une mère. Bah moi ça me fait plaisir. Voilà, j'aimais bien ce choix d'écriture, parce que j'ai cherché sur cet album qui s'appelle Une vie, c'est peut-être Une vie, je sais plus lequel des albums de François Morel c'est. Il y a 2 chansons qui n'ont pas été écrites par lui, il y en a une par Vincent Delerme et une par Juliette. Bon là à mon avis c'est clairement pas du Vincent Delerme. Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit celle qu'a écrit Juliette, quoi qu'encore ce serait possible.
Donc, donc si c'est pas. François Morel qui l'a écrite, c'est surprenant, et si c'est Juliette qui l'a écrite, c'est chouette, comme tout ce qu'elle fait en général. Voilà, c'est chouette, mais limite c'est moins bien. Si c'est Morel qui l'a écrit, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Donc, mais ça m'étonnerait pas que ce soit lui, parce qu'on est dans cette ambiance, une ambiance qu'il aime bien. Il a fait Se taire avec un ami, avec pareil, ce même genre d'ambiance feutrée. Mais voilà, puisqu'on avait évoqué les Ferré, les Brel, les Indochine, je trouvais amusant aussi d'amener un quelqu'un qui n'est pas connu prioritairement comme un chanteur. C'est vrai. Alors, voilà. Pour finir, j'ai une question, parce que j'y pense. Est-ce que tu as déjà écouté Eddie de Pretto ? Oui, tout l'album, oui. Ok. Est-ce que je l'écoute ou pas ? J'ai pas encore écouté. Moi, j'aime bien. J'ai eu un moment de lassitude parce que, alors je sais pas si c'est un effet de filtre, c'est quelque chose que je me pose très souvent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est qu'on a voulu nous en faire manger à tous les repas, à peu près comme Christine and the Queen, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire un pas sans entendre du Eddie du Pretto, donc ça m'a gênée. Voilà, en ce moment, et dans quelques années j'y reviendrai, mais en ce moment Kids et Random, je ne peux plus les écouter. Mais le Quartier des Lunes, même justement la dernière qu'il a sortie sur Ce n'est pas grave, qui est pas transcendante au niveau du texte, mais moi j'aime bien ce que fait Edith Pretto. Très bien. Il faut que je m'y penche. Et j'arrive pas à le dissocier. Alors là je vais peut-être fâcher parce que justement si on parle d'auteurs qui rassemblent assez peu, moi j'arrive pas à le dissocier d'Édouard Louis. Pour moi c'est le même c'est le même type de personnage. D'accord. Ce lettré qui par ailleurs, alors c'est pas les mêmes milieux, hein, mais c'est marrant. Ce lettré, alors d'un côté on a le normalien qui rappelle son enfance en Picardie, de l'autre on a ce chansonnier classique qui lorgne vers la banlieue, enfin et voilà ce PD mainstream en fait qui va amener mais non mais il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté c'est pas Bilal Hassani, tu vois, c'est une autre forme d'homosexualité qui pénètre Excuse-moi. oui, c'est le cas de le dire, mais qui pénètre la pop culture mainstream, et je trouve ça intéressant aussi. Alors, en fait, je parlais d'Eddie de Pretto parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de gens un peu des vieux de la vieille, quoi. Parce que même Mylène et Indochine, ils ont une belle carrière derrière eux déjà. Et du coup, je me disais, on va peut-être parler de quelque chose d'un peu plus récent, juste pour finir, mais je suis pas sûr qu'on le gardera. Ah bah moi je trouve ça intéressant justement de finir par lui, parce que j'ai cherché, dans ce que je cherchais, j'ai regardé un peu du Orelsan, des choses comme ça, et j'aurais pu parler de bagarre, j'aurais pu parler de trucs, surtout en ce moment je trouve qu'il y a un renouveau de la chanson française branchouille, The Pirouette, bagarre, Edith Pretto, qui ramène autre chose, parce que moi pendant longtemps je me suis battue en disant que j'aimais bien la chanson française et tout le monde me regardait de travers. Et j'ai l'impression que ça revient quand même, que les gens, qu'il y a des groupes qui émergent comme ça. Je trouve pas ça mal de finir par... Ok. Comme ça fait quand même 2 heures qu'on enregistre, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et une bonne écoute, surtout. Et une bonne écoute, maintenant que c'est fini. Puis il y a quand même pas mal de choses à réécouter, mais non, à une mon bonne avis. écoute, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ils ont Mylène, Mylène, normalement, ils ont fait une pause, mais il y a quand même n'écoutez pas ce podcast si vous n'avez pas déjà écouté Mylène Farmer dans votre vie. Eh ben, on va leur dire des bisous. Des bisous, c'est très bien, oui. Allez, des bisous. Merci encore de nous avoir écoutés, surtout si vous êtes arrivés jusqu'ici, bravo. Si ça vous a plu et que vous voulez nous aider, le top du top, ça serait d'aller nous trouver sur Apple Music, sur iTunes, dans la rubrique podcast, vous tapez Nos langues dans ton oreille, et nous laisser une petite note ou une review, ça nous aidera à gagner en visibilité, donc ça sera vraiment super.
Vous pouvez nous contacter, donc on l'a dit, à noslanguesdantsonoreille@gmail.com pour toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions. Et bientôt on aura un Twitter, vous pourrez aussi nous suivre, ça aussi ça nous aidera à gagner un peu d'ampleur. Le thème de la prochaine fois, ça sera, vu qu'on a parlé de Jacques Chirac, on s'est dit qu'on allait parler du goût et des odeurs en littérature. Voilà, bonne soirée et à bientôt.